mais une véritable zone industrielle. Dans le quartier industriel de Carthage, nous avons trouvé un grand nombre de ces soufflets à l'intérieur des fourneaux. Nous les avons examinés dans le laboratoire d'Amsterdam. Dans la partie située à l'intérieur du fourneau, on a trouvé une forte teneur en calcaire. Cela signifie que lors du processus de fonte, lors du travail du métal, on ajoutait de la chaux afin de débarrasser le minerai de fer de ses impuretés. Pourtant, l'usage de la chaux dans l'extraction du minerai de fer et la production de l'acier est apparu bien plus tard. Les Carthaginois connaissaient-ils déjà ce procédé il y a 2000 ans? Pour en savoir plus, les chercheurs d'Amsterdam ont décidé d'avoir recours à un tomographe électronique. Des rayons X radiographient les soufflets couche par couche. Les images ne laissent aucun doute. Les Carthaginois connaissaient bel et bien un procédé en plusieurs étapes permettant la fabrication du précieux minerai. Un procédé qui fut redécouvert au XIXe siècle, au début de l'ère industrielle. Dans l'un des soufflets, on trouve même une valve permettant de contrôler le flux d'air. Nous avons la certitude qu'ils avaient à disposition des produits de grande qualité, fabriqués à un haut niveau industriel. La production devait être très importante, supérieure même aux besoins de la population. Nous pouvons ainsi en conclure qu'ils exportaient ces produits. Il pouvait s'agir d'armes, mais également d'équipements pour les navires. Le fer de Carthage était excellent. Mais avec le temps, même le meilleur fer finit par être rongé par la rouille. Ce n'est pas le cas de cette anse, alliage de cuivre et d'étain. Les Carthaginois contrôlaient le commerce avec ces métaux, dont ils tenaient l'origine secrète. Qui sait quelles autres connaissances ont sombré en même temps que Carthage? Dans les souks de Tunis, de nombreux artisans continuent à travailler à la main, comme il y a 2000 ans. Ils ont conservé les techniques qui proviennent en partie de l'époque de Carthage. Ici, on entretient des traditions ancestrales, preuve d'une certaine continuité entre les différentes cultures. Mais l'habileté et l'ingéniosité des artisans carthaginois ne suffisent pas à expliquer la position privilégiée de Carthage en Méditerranée. Ce sont les commerçants qui sont à l'origine de cette opulence. À Carthage, on faisait aussi le commerce de la pourpre, un pigment extrait d'un escargot marin qui, durant l'Antiquité, devint pratiquement aussi précieux que l'or. La pourpre était aussi réputée que le sens des affaires des commerçants carthaginois. Leur réputation allait même jusqu'à Rome. Pline l'Ancien décrit d'ailleurs leurs ancêtres phéniciens comme les inventeurs du commerce. Magon sait que sa famille est trop pauvre pour racheter sa liberté. Seul Bériclite pourrait l'aider. En désespoir de cause, Bériclite va voir Naber, un riche parent. La trace de Magon les mène au marché d'esclaves. L'or de Naber pourra-t-il rendre à Magon sa liberté?
La ville de Douga se trouve à 4 ou 5 jours de Carthage, dans l'arrière-pays. Pour les caravanes, c'est une étape importante. De même que l'or et l'ivoire, les esclaves de Carthage venaient du cœur de l'Afrique. Ici encore, les Romains ont construit une ville sur les ruines d'une colonie punique. Sous les ruines de la ville romaine, les archéologues de Fribourg en Allemagne cherchent des traces de cette colonie. Les Puniques ont exploité la fertilité de cette région. On y produisait du vin, de l'huile et également des céréales. Du point de vue des transports, la ville de Douga était assez facile d'accès, grâce à la vallée de l'Oued Raled, qui est très fertile. Stratégiquement parlant, elle était également très bien placée sur cette colline aux rochers escarpés. Douga était donc aisément défendable. La ville disposait de matériaux de construction que l'on pouvait exploiter directement sur place. En fouillant sous les couches romaines, les archéologues ont trouvé les murs d'un quartier d'artisans puniques. Ces éclats d'amphore proviennent pour la plupart de la production locale. Parmi elles, des tessons d'amphore romaines. Une pièce romaine. Quelques années avant la destruction de Carthage, en l'an 146 avant Jésus-Christ, de plus en plus de ces pièces circulaient dans la région. Les Romains avaient réussi à attirer Douga dans leur camp. Les Romains ne se contentaient pas de combattre avec des armes. Ils savaient aussi manier le verbe. Ils ont lancé une rumeur selon laquelle les Carthaginois sacrifiaient leurs enfants sur le Tophet, leur lieu de culte. Des rituels sanglants avaient-ils lieu sur le Tophet? Archéologiquement, est-il possible de prouver que les Carthaginois se livraient à des sacrifices d'enfants? Ou ne s'agit-il là que de propagande romaine? Sous les stèles, on a effectivement trouvé des eaux carbonisées qui, sans nul doute possible, appartenaient à des enfants. Pour de nombreux chercheurs, c'est la preuve que des sacrifices ont bien eu lieu. Mais pas pour le professeur Shelby. Depuis un certain nombre d'années, on croit plutôt que le Tophet était une sorte de cimetière d'enfants. Et cela à cause des analyses, du résultat des analyses qui ont été faites à partir des cendres trouvées dans les urnes. On s'est rendu compte que ces cendres appartenaient à des fœtus ou à des enfants morts-nés. Ensuite, on s'est souvenu qu'à Carthage, les tombes d'enfants sont plutôt rares, alors qu'il y avait une très forte mortalité. Donc, probablement ici, en présence d'un cimetière d'un type un peu spécial, où l'on présentait les enfants qui étaient déjà morts, on les rendait aux divinités de Carthage, Baalaman et Atanit. Le quotidien des Puniques était dominé par les dieux et les esprits. Parmi eux, le dieu Baal-Hamon, le protecteur de Carthage. Et Tanit, la déesse de la fertilité et de la prospérité.
Avec l'aide de Naber, Bériclite a fait libérer Magon. À présent, il retrouve sa condition d'homme libre. Le prêtre implore Tanit d'accorder sa bienveillance et sa protection à Magon. Magon repart purifié et fortifié. Devenu esclave suite à l'attaque de son bateau, Magon a retrouvé son statut de citoyen libre de Carthage. Sous la protection de Tanit, il reviendra sûrement sain et sauf de ses prochains voyages vers des terres lointaines. בית צהלנו היום, להנוק הציב לחסו וגם עטופם את, או אלונים. Au musée de Carthage, 2 sarcophages, sans doute ceux d'un riche marchand et de sa femme. À Rome, la décision est prise. Il faut détruire Carthage. L'Empire arme une gigantesque flotte de guerre et envoie ses légions en direction de l'Afrique. Au printemps de l'année 146 avant Jésus-Christ, Rome porte l'assaut décisif. La ville est assiégée. Les soldats romains ont afflué du côté du port en gravissant les pentes de la colline vers la citadelle. Et en cours de route, ils ont détruit toutes les maisons tous les quartiers qu'ils avaient traversés. C'était un mouvement dévastateur. Des maisons ont été éventrées, se sont effondrées. La grande partie de la population a péri sous les décombres et dans les flammes. Les Romains anéantissent Carthage et condamnent l'endroit à jamais. Plus aucun homme ne vivra ici. Leur haine et leur peur devaient être immenses pour proférer une telle malédiction. Pourtant, à peine un siècle plus tard, les Romains eux-mêmes reconstruiront une cité sur les ruines de Carthage. Ils en feront la capitale de leur province africaine. Si Carthage avait résisté à Rome, toute l'histoire de l'Europe aurait été bouleversée. Mais une fois sa rivale anéantie, plus rien n'empêche Rome de devenir la grande puissance de la Méditerranée. Carthage, elle, est reléguée au rang de mythe. Elle restera toujours un lieu magique et continuera à susciter la fascination des hommes. La semaine prochaine, la série Hauts lieux de l'Antiquité nous mènera à Rome, au IIe siècle de notre ère. Elle était alors la première ville de l'histoire à compter 1 million d'habitants. Comment gérait-elle les inévitables tracas et nuisances? Les embouteillages, le logement, la salubrité, voire les émeutes? Archives et reconstitutions nous permettront de le vivre in situ la semaine prochaine. Les curieux peuvent déjà cliquer.